Bonjour tout le monde, P The Builder, Papou, invité Haroun. Salut, Tu vas bien? ça va bien et toi? La forme? Tranquille, ça fait longtemps, Ça fait un bail. on s'est pas vu, Ouais, ça fait plaisir. je voulais absolument t'inviter Ouais, parce qu'on se suit depuis longtemps maintenant, hein, depuis très longtemps, et je trouve que ton parcours il est hyper atypique et intéressant. Donc je t'ai invité parce qu'on n'est pas des mêmes générations et pourtant on a quelque chose en commun. C'est cette envie entrepreneuriale d'avancer. Donc voilà, je vais te laisser te présenter avant toute chose et après on va avancer doucement mais sûrement. ok, d'accord. Ouais, ça fait peut-être 10 ans, même plus qu'on se connaît, Hmm. au moins, Ouais, même un 15, peu plus, 15, ouais, ouais, 15 on va ouais. dire, 15 ans. Donc Haroun, moi j'ai 25 ans maintenant, bientôt 26. Et voilà, moi je suis passionné, on va dire, par euh, tout ce qui est visuel, donc tout ce qui est photo, vidéo, graphisme, tout ça, c'est mon truc. Et, euh, et j'essaye, on va dire, de persister là-dedans et de créer un truc nouveau, entre guillemets. Pas forcément sur des films, mais je suis plus basé sur les documentaires, on va dire. Et puis voilà, on avance doucement, mais sûrement. Ok, on va en revenir au documentaire. Ouais, Avant toute chose, t'as un jeune du 9-4, ouais. Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine. Comment dire, comment ta passion, elle a démarré? Comment t'as débuté? Comment t'as commencé? T'as pas commencé par directement. J'ai pas. En fait, c'est simple, c'est assez simple. Mon père est réalisateur et producteur de films et de clips. En fait, Français? français. Et il a fait beaucoup de clips comme pour des artistes tels Werason, Nesbill, Papa Tank quand j'étais jeune, moi. Donc ça m'a tout de suite mis dans le bain parce que j'ai vécu, entre guillemets, seulement avec mon père, donc il m'emmenait partout, tu vois. Et comme il m'emmenait partout, bah, je faisais que de l'observer, je faisais que de l'observer. Et puis voilà, après c'est venu naturellement, moi j'ai commencé à essayer de faire des petits trucs de mon côté. J'ai vu que bah, ça a marché, ça donnait un petit truc bien. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bah, je vais pousser le truc et je vais essayer de faire des trucs un peu plus sérieux. Il faut que tu arrêtes Voilà. de dire truc et que tu nous précises. C'est-à-dire, quelle est la première chose que tu as fait, par exemple? Au début, je faisais des petits montages photos. À quel âge? Je devais avoir 15 ans. 15 ans. Ouais, Donc à 15 ans, tu as 14, commencé 15 à ans. faire des petits montages photos Voilà, j'ai commencé à faire des petits montages photos. Après, j'ai acheté mon premier appareil photo. dans la foulée de Ouais, tes dans la 15-16 foulée, ans. vers 15-16 ans. Mhm. Et à 16 ans, j'ai pris. On parlait de. Enfin, je voulais faire de la vidéo. Donc, j'ai pris un gars de chez moi qui s'appelle JBMB, que tu Mhm. connais. Ouais. Et de là, j'ai fait mon premier clip, en fait, à 16 ans. Ah, lui, c'était un rappeur ou Lui, c'est c'était un un rappeur? rappeur. Voilà, c'était un rappeur on est dans la même cité. Mhm. Et de là, on a parlé et on a fait le premier clip. Voilà. Lui, il a fait son premier clip en tant qu'artiste. Mhm. Et moi, j'ai fait mon premier clip en tant que réalisateur. Comment tu as conçu ce premier clip? Comment tu as travaillé l'idée sans rien connaître de ce métier? Comment tu t'es dit, vas-y, je vais réaliser un clip? Tu as l'expérience de ton père? Ok. Ouais. Mais de toi, du haut de tes 16 piges, comment tu réalises ça? Ah, on allait un peu les yeux fermés, hein. Comme ça, tu as On suivi a ton les yeux instinct? fermés, voilà, on sait qu'on a une caméra, on a étudié parce que dans l'autodidacte, on a appris certaines choses aussi pour faire assez professionnel. Et voilà, du coup, on a pris la caméra, on a filmé, on a vu ce que ça donnait. Et puis, j'avais un petit ordinateur à la maison, j'ai téléchargé, j'ai craqué tous les logiciels de montage. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à apprendre le montage. Et puis voilà, le premier clip, il est sorti. Ok. Il était de quelle qualité? Comment tu peux le juger aujourd'hui avec du recul? Avec avec du recul, je le vois assez bien. Ok. Mais voilà, on voit que c'est pas professionnel, entre guillemets. Mm. Que le matériel n'était pas professionnel.
Et puis même le montage n'était pas professionnel, mais c'est un bon clip pour un premier clip. Ok, c'est Voilà. le début de quelque chose. Voilà. Derrière, t'enchaînes plusieurs... Derrière, j'enchaîne plusieurs clips et on décide avec ce même artiste-là de monter, on va dire, un petit label de production. Donc que moi, j'étais son producteur, entre guillemets, et lui, c'était l'artiste. Et je m'occupais en fait de tout le côté visuel de de sa vie d'artiste, entre guillemets. Et puis lui, il chantait. Donc tout ce qui était photo, flyer, clip, je les faisais. Et lui, il rappait. Toi-même. Voilà. Donc, tu as développé aussi cette créativité-là. Ouais. De manière autodidacte. Ton père qui t'appuie, c'est toi tout seul. C'est moi tout seul, j'ai cherché, je fouillais, je restais des nuits devant les logiciels pour capter comment ça marche. Et puis maintenant, j'ai on va dire un niveau correct. Correct. Parce que je parle souvent justement avec des gens de cette branche-là. Et quand je leur parle, ils sont étonnés que je sache des choses qui, eux, savent en ayant fait des années d'études. Tu vois. Et des fois, il y en a, ils savent même pas. Donc non, j'ai fouillé, j'étais déterminé à comprendre comment ça marchait, j'ai craqué tous les logiciels, et puis voilà, on y allait. On essayait toute la nuit. Tu as dit que l'expérience est tout aussi, ou voire plus importante que même la scolarité classique. Hein. Ça, c'est un point important à souligner. J'ai vu que tu avais ça. Ouais. Bah oui, je trouve que la pratique, c'est 1000 fois mieux que d'aller à l'école, entre guillemets. Parce qu'à l'école, on t'apprend A plus B, mais on t'apprend pas à faire le calcul. Mais il te faut quand même les bases. Il te faut quand même les bases, mais les bases, tu peux les apprendre ailleurs qu'à l'école. C'est ça. Là, ça dépend de l'humain, si l'humain il est discipliné ou pas. Voilà, on va dire ça. Parce que c'est vrai qu'il y a les bases, mais les bases, enfin, les cours, tu peux les retrouver partout. Moi, j'ai fait plein de formations, j'ai fait plein de cours, même sur Internet, il y a tout maintenant. Tu parles sur Internet, tu as fait beaucoup de formations sur Internet. Ouais, formations sur Internet, des guides, des PDF que tu trouves où on explique tout maintenant. Et maintenant, avec ça, tu peaufines ton truc. On va continuer, mais je vais mettre un autre point parce que c'est important, parce que là, c'est générationnel. Par exemple, moi, j'ai jamais fait ces recherches. Moi, je vais rechercher dans des bouquins, je vais appeler les gens, mon téléphone, il sonne dans tous les sens, et je trouve l'information et je peux atteindre ton résultat, mais d'une autre façon. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tout est sur le net. Tu as envie de te former, tu as envie de faire ça. Après, tout est sur le net, mais aussi, il y a des bouquins qui sont pas mal. Okay. Il y a des bouquins qui... Merci pour mon ouais, non, mais moi, justement, je travaille beaucoup avec mon père. Et pour plein de choses, il me donne des bouquins, même tout ce qui est droit. Quand j'ai commencé à développer des sociétés, j'étais intéressé par tout ça, tout ce qui est droit des sociétés, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment ça marche, quel SARL ou SASU. Je voulais comprendre tout ça. Et je suis allé à la bibliothèque. J'ai pris un gros livre comme ça, qui s'appelait Le droit des sociétés de A à Z, et j'ai tout lu. En combien de temps? Je sais pas, je saurais pas te dire. Mais tu l'as fait. Mais j'ai tout lu. T'avais quel âge? C'était en 2016, je devais avoir 17 ans par là. Ouais. 17 ans, 18 ans. Moi, j'appelle ça de la détermination, parce que crois-moi qu'à 17 piges, il y en a plein qui veulent pas lire des gros bouquins. Et celui-là, malheureusement. Celui-là, c'était mon livre de chevet. Dès que j'avais un problème ou dès que je voulais savoir quelque chose sur le droit des sociétés, parce que justement, je commençais un peu à créer des associations, des sociétés, des trucs comme ça. Ça, c'est venu après les projets de clips. Ça, c'est venu, voilà, après. Déjà, quand c'est professionnalisé, on va dire. Voilà, vous avez commencé à enregistrer plusieurs clips pendant que lui, tu avais ton artiste. Voilà, en fait, c'est pour revenir au parcours. Donc, j'avais l'artiste. On avait ça, après on a monté une petite équipe, donc avec Flo que tu connais, mon gars, et Yabaz, je sais pas si tu vois c'est qui, Nia et Doumbaz, des gars de la Verte. Les noms me disent quelque chose, mais passons. Et du coup, on va dire cette aventure, elle s'est terminée, malheureusement pour des conflits d'intérêts, on va dire. Et on a continué avec mon pote Flo. On a continué et on a
on a récupéré un studio d'enregistrement, en fait. Mmh. On a récupéré un studio d'enregistrement et on a continué, on va dire, dans la production plus ou moins éloignée, parce que c'était pas nos artistes à ce moment-là. Mais c'est là où est commencé, on va dire, le côté entrepreneurial et, détermination, avec détermination, quoi. Donc là, c'est la deuxième étape, Là, c'est c'est ta la deuxième deuxième vie. Là. C'est ton deuxième. Tu as pris ton expérience dans Voilà, les j'ai clips. pris mon Là, expérience. tu te dis, il faut que je monte des structures. Voilà, Tu as exactement. 18 piges à peu près. On a investi, on avait de l'argent. Ouais. On a investi dans un studio. Et toi, tu gères toujours la partie image ou tu rentres dans le son aussi? Non, là, c'est vraiment, on avait investi dans le studio, pris un ingé son, et puis on était vraiment dans la gestion de studio. On n'était plus, on va dire, dans la production, dans la réalisation musicale. Voilà, là, c'est du pur Là, business. on C'était prend business un studio, pur, on veut le louer. On fait du bif avec. Tu vois ce que je veux dire? Et dans la foulée, on a fait plein de trucs comme ça. Donc, on a créé des associations, on faisait de la nourriture, on allait dans des fêtes, dans des événements avec une association et on vendait tout ce qui était barbe à papa, pommes d'amour, crêpes, tout ça. Mais oui. On y allait, on se faisait du bon bif avec. Et comme on était en association, bah, c'était bien parce que justement, c'était 100% bénéf, entre guillemets. Parce qu'il y avait pas on n'avait pas toutes ces taxes à payer. Et puis, ça, c'est grâce au fameux bouquin que tu as lu, ça. Ça, c'était grâce à ça. Après, on l'a fait un peu avant, parce qu'on ne connaissait pas, parce que je m'en souviens que la première association que j'avais faite, j'avais 17 ans, mon pote Flo, il avait 18 ans, et pour créer une association, il faut 3 noms. Et du coup, moi, j'avais 17 ans et je pouvais pas. Et du coup, on avait pris des prête-noms. Donc, on avait pris des meufs et, qui étaient plus grandes que nous, forcément. Et à 18 ans, on avait notre association, Carré. Et voilà, tout a commencé de là dans l'entrepreneuriat pur. Pur. Dire, ouais. Elle a duré longtemps, cette association? Ouais, elle a duré pratiquement 4-5 ans. 4-5 ans, Ouais, 4-5 ans, on a fait ça, on faisait ça dans l'Île-de-France. Dans l'Île-de-France, on a beaucoup travaillé avec Ivry, la ville d'Ivry, donc surtout sur ces événements. Après, on allait partout, partout où on pouvait s'installer pour vendre nos produits, on y allait. Vous y allez. Voilà. Et c'était à base de 1000, 2000 euros la journée, quoi. Parce que 2 euros de barbe à papa ou 2 euros de pommes d'amour, multiplié par 100... Ça va 200, vite. 300, 400. Et comment vous faisiez ça? Vous prépariez tout vous-même? Ouais, on préparait tout nous-mêmes. Au début, on a un peu galéré pour trouver les bons produits, on va dire. Et après, petit à petit, on a commencé à se professionnaliser. Bah, pareil, dans tout ce qui était produit et tout. Et voilà, on allait chez moi ou chez lui. Et on bossait comme à l'usine. À préparer des... Comme à l'usine. Des barbes à papa, de préparer les... d'amour, trucs, crêpes, tout ça. Et on arrivait, boum, bon, on est là, on vend et on se barre. Qui a eu cette idée de vous deux? C'est moi qui ai eu l'idée. De vendre des barbes à papa. Voilà, au début, c'était les pommes d'amour, c'était parti sur la fête d'Ivry. Donc à Ivry, en fait, ils font, tous les ans, ils font une grosse fête qui rassemble tout Ivry. Et Ivry, c'est à peu près 70 000 personnes. Donc je me suis dit, 70 000 personnes, il n'y a pas de barbe à papa, il n'y a pas de pommes d'amour. Tu fais ça, tu cartonnes. Ouais. Du coup, on a fait ça. La première année, on a fait des pommes d'amour. Ils avaient la gueule de... C'était n'importe quoi. C'était pas vrai. Deuxième année, vite fait. Deuxième année, on se professionnalise, tac, tac. On arrive avec des pommes d'amour. Je crois on en fait une 500, un truc comme ça. Les 500, ils partent dans l'après-midi. On dit, oh, comment on aurait pu en faire plus, en gros. Et de là, on a commencé vraiment à investir dans le matos nécessaire pour faire un truc professionnel, on va dire. Et puis voilà, on a lancé ça. Et puis, une fois qu'on avait la main, on faisait ça normal, quoi. Comme si c'était facile pour nous. C'est devenu un truc... Comment la formule?
Après, je laisse tomber ta barbe à papa et La formule 2. La formule, il y a une formule pour faire les barbes à papa et les pommes d'amour. En fait, c'est un mix qui est déjà tout fait et qui est disponible que aux États-Unis. Donc, il fallait avoir exactement le contact de ce fabricant-là et lui demander d'envoyer directement de société à société, quoi. Ok. Donc toi, là où vous êtes, vous décidez à deux. Ouais, Voilà. Pourquoi on vendrait pas de la barbe à papa dans le quartier? Parce qu'il y a du monde Exact. et personne n'en vend. De là, tu te mets à rechercher comment on en fait, Voilà. comment on s'organise. Tu trouves cette fameuse formule. Ouais. Tu demandes sans doute aux personnes de te l'envoyer. Mm. Il y a une partie de préparation où apparemment tu as échoué la première année. À la première année, et justement, on n'avait pas Cette formule. Nous, on pensait que c'était artisanal un peu. On met du sucre, on met ça. Et c'est bon, ça tourne et c'est pas bon, ça. c'est parti. Justement, on va dire, ça montre bien en gros le parcours de tout en fait. Tu penses que c'est facile, mais rien n'est facile. Même Rien si n'est c'est que facile. du sucre et du colorant, et c'est pas facile. C'est ce que pas dire. facile. Faut capter le truc, faut travailler, et puis après, une fois que t'as ça, là, c'est facile. Ok. C'est bien. Ah, c'est bien. J'avais jamais pensé à cette formule magique là. Mais oui, il faut la trouver la Faut la formule. trouver la formule. Il faut la chercher. T'es déterminé depuis le départ, je te dirais. Ouais, depuis le départ. Depuis le départ, après, je suis déterminé et on va dire que j'ai un but. Mhm. C'est plus ça qui me rend déterminé, quoi. Et t'as une transmission. T'as un père qui est entrepreneur. Voilà, c'est ça. C'est Ça surtout. joue beaucoup chez toi. Ça joue de ouf, c'est ce que j'allais dire. C'est que lui, il a monté sa boîte de cinéma il y a 27 ans maintenant. Et genre, des fois, il se réveille à midi et il me dit, ah, qu'est-ce que c'est bon d'être à son compte, tu vois. Tu vois, après ça, moi, je peux pas aller taffer. Ouais, c'est dur. C'est pas possible, tu vois. Après, on est obligé de passer par là, on l'a tous fait et je dénigre pas ça, tu vois. Non, non. Mais le fait d'avoir cette mentalité-là d'être à son compte et de bosser pour soi, c'est important pour moi. Il y a une phrase de Mac Taylor qui est violente, à mon sens. Il dit n'oublie pas le combat que tu mènes, même s'il te mène à ta perte. N'oublie pas le combat que tu mènes, même s'il te mène à ta perte. Voilà, ça veut dire que moi, c'est le truc qui résume ma vie. Ça veut dire que c'est soit je fais mon truc de mon côté, ça marche, ou ça marche pas, je le ferai, tu vois. Dans les deux cas. J'essaierai à fond de le faire. Après, si ça marche ou ça marche pas, même si ça me rentre dans le mur, au moins j'ai essayé de le faire. L'expérience. Voilà. Et de créer un truc à moi, je vais être à mon compte en carré. Ok. On sort des soirées, des événements, des festivals, on sort de la barbe à papa. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? tout ça. Après, après tout ça, il me fallait du bif. Parce que on était, peut-être là, j'ai 20 ans, un truc comme ça. On commence à rentrer dans l'âge où tu bouges, t'as une voiture, t'as une copine, t'as tes potes, tu sors, tout ça, il fallait du bif. Donc on a commencé, on va dire, à rentrer dans des trucs un peu plus illicites, entre guillemets. Après, je vais pas me lancer dans ça. Et je suis pas resté longtemps et j'ai commencé à travailler. Donc j'ai commencé à travailler, j'ai fait du VTC. Ça, c'était à 20 ans, ça? Ouais, ça c'était à peu près à 20 ans. Par là, je crois bien. 5 ans. Ouais, si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'était à peu près à 20 ans, par là. Et j'ai vu qu'il y avait de l'argent dans ça. Donc je travaillais. Et à un moment donné, je me suis dit pareil. Je réfléchis pareil, en fait. Je me suis dit, là, je bosse pour quelqu'un, mais pourquoi je bosserais pas pour moi? Donc après ça, je suis resté peut-être 1 an ou un peu moins d'1 an avec une société. Et je me suis instruit, j'ai essayé de capter comment ça marchait, tout le protocole pour devenir à mon compte dans le VTC. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai passé une formation, je ne sais même plus comment elle s'appelle.
Bref, j'ai passé une formation, capacité de transport de personnes, voilà, c'est ça, capacité de transport de personnes. Donc cette formation, elle est payante, c'est une formation d'État, elle est payante, 1000 euros. Donc j'ai bûché, et après 2 mois, j'ai eu cette formation et je me suis mis à mon compte. Malheureusement, il a fait que 1 an après, ou même un peu moins d'1 an après, il y a eu l'histoire des taxis et des VTC qui sont venus un peu, qui sont venus un peu chambouler tout le truc, et qui a fait que ça a mis un peu dans le trou les VTC, et ça a compliqué le métier. le développement du métier des VTC. Du coup, j'avais investi de l'argent dans ça. Et puis après, j'ai arrêté. Ok. T'arrêtes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'arrête à ce moment-là. À ce moment-là, je fais rien. Tu tournes en rond? Ouais, pendant peut-être une année. Pendant peut-être une année, je fais rien, je voyage. Tu voyages je me cherche, entre guillemets. Tu voyages vers où? En France, je suis retourné au Cameroun. Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait le Cameroun. Après, je suis allé en Espagne. Cameroun, c'est d'où je viens. Donc, je suis allé me ressourcer, entre guillemets, parce que justement, j'avais fait beaucoup de choses ces dernières années. Et après, je me suis dit, bah, stop, tu vois. Je me suis dit stop et je vais voir ce qui se passe ailleurs. Donc, je suis allé au Cameroun, je suis resté quelques mois. Ça, c'était en 2017, donc janvier 2017. Je suis resté 3 mois et je me suis reposé. Je me suis concentré, on va dire, sur mes objectifs, qui étaient de base ce que j'aime, la réalisation et la production vidéo. Et après, je suis revenu avec détermination, et je me suis dit, je vais persister dans ça au lieu de m'éparpiller, on va dire. Et de là est venu des projets cinématographiques tels que le documentaire Exodus, que je suis en train de préparer. Dis-nous en plus sur ce documentaire. Ce documentaire, c'est un peu sur l'entrepreneuriat, mais sur l'entrepreneuriat de la diaspora africaine. Donc je me posais beaucoup la question sur pourquoi nous, en tant que Français d'origine africaine, moi Camerounais pour ma part, on préférait et on préfère investir en France que investir dans nos pays d'origine. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que justement j'en entends pas mal parler de ça, et les avis sont mitigés. Il y en a qui sont à fond pour, il y en a qui sont à fond contre, parce que justement il y a plein de problèmes, ou il y a plein de désaccords, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que les avis sont mitigés. Et du coup, je voulais développer ce sujet-là, parce que justement, je suis en plein dedans, en me disant que en ce moment-là, l'Afrique, c'est en plein développement, et que c'est à nous d'aller là-bas. Si nous, on va pas là-bas, c'est eux qui iront, et puis une fois que eux ils iront, ça sera mort pour nous. Donc tu t'es lancé dans ce projet de documentaire. Tu as interviewé beaucoup de gens de la diaspora? J'ai interviewé beaucoup de gens de la diaspora, donc c'était des connaissances, entre guillemets. Particulièrement des gens de France ou de partout? Non, oui, de France, particulièrement des gens de France. Après, c'est de tous les pays, il y a du Congo, du Mali, du Sénégal. Et parce que c'est basé, on va dire, sur l'Afrique noire. Parce que l'Afrique du Nord, ils sont encore dans un autre délire que nous, entre guillemets. Et voilà. Donc pour l'instant, développement, on est en train je dis on parce que je parle tout le temps en tant que société. Et en tant que société, on dit on. Ouais, j'ai le même défaut. Mais c'est je. Et ouais, je suis en plein développement. Je cherche des économistes africains, des gens qui peuvent parler, on va dire, de l'économie en Afrique. Qui pour contrebalancer ce que nous on pourrait rapporter à l'Afrique. Voilà. Parce que on fait tous partie de ces gens qui veulent ou pas investir en Afrique. On y réfléchit, et donc en fait c'est les gens que tu recherches, ils sont là pour nous rassurer ou nous faire fuir peut-être.
On va pas dire ça comme ça, en fait, on va juste essayer de comprendre. En fait, je veux vraiment, et c'est moi. Toi, c'est l'analyse. Moi, je veux analyser, en fait. En fait, il y a un point de vue qui est assez discret, mais il y a un point de vue dans le sens où je veux essayer de comprendre pourquoi les gens sont contre. Contre en fait. l'investissement Voilà, en contre Afrique. l'investissement en Afrique. Hmm. Et essayer de peser le pour et le contre, mais toujours d'aller dans le sens où il faut y aller, où il faut le faire. Malgré Tu vois ce tout. que je veux dire, voilà. Et puis, il y a des choses aussi, c'est des préjugés. Tu vois, souvent on me dit ouais non mais je vais pas là-bas parce que les cousins ils vont tout me prendre, parce que les tontons ils sont chelous, tu vois. Alors que c'est des préjugés. C'est des C'est juste parce qu'ils sont allés une fois, deux fois et qu'ils connaissent pas. Tu vois. Et c'est dommage justement parce qu'ils connaissent pas. Mais après, c'est des préjugés qui sont basés sur malheureusement beaucoup Des de faits, réalités, oui. des faits de beaucoup de ces personnes-là. Ouais, mais c'est les personnes qui en parlent. C'est souvent les personnes qui sont contre, c'est des personnes qui sont pas allées, Qui n'ont pas été, qui n'ont pas même essayé, en fait. tu vois ce que je veux dire, Ok. qui n'ont pas essayé, qui ont juste, ils ont dit ça parce que il y a un Ils l'ont de leurs entendu. cousins qui leur ont demandé s'ils peuvent ramener des crampons, des trucs comme ça, ils sont là, alors que ça arrive, c'est à tout le monde. Je sais que moi, mes cousins, ils sont toujours là à me demander des trucs, mais c'est pas à nous de les éduquer entre guillemets, mais c'est à nous d'en faire des businessmen entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas ce côté-là. Pour ceux qui ont le potentiel. Voilà, pour ceux qui ont ce potentiel. Et puis Donc, voilà. quelque part, Voilà. tu fais. Il y a toujours de la transmission. Donc, tu crées, tu travailles, tu te poses une question qui est importante pour nous tous, même pour ceux qui ne sont pas d'origine africaine, qui voudraient investir sur le territoire africain. Tu fais une analyse super intéressante. Et en même temps, dans ce que tu dis, tu parles aussi avec ta famille sur place pour éliminer les préjugés. Voilà. Donc il y a une forme de transmission, de transmettre du savoir-faire, de leur dire, j'ai connu un peu ce truc-là et c'est dans la façon de faire, de demander, de gérer l'argent, de pouvoir coexister ensemble. C'est ça, bah en fait c'est ça qu'il faut leur apprendre. Le truc c'est que moi souvent on me demande, enfin avant quand on a commencé à bien parler, parce qu'avant il parlait avec mon père et puis on parlait pas de business, mais quand on a grandi, on a commencé à avoir 25, 24, 23 ans, il commençait à me demander, comme tout le monde, un peu d'argent, un peu de ça. Et moi je disais que non, je te donnerai pas d'argent. Par contre, si demain tu me présentes entre guillemets un projet où tu me dis ouais écoute il y a ça à investir, il y a un truc qui est bien, il faut qu'on le fasse ou il faut qu'on teste, là on peut y aller. Tu vois, là je vais essayer de t'envoyer quelque chose ou de faire en sorte qu'on développe un business. Mais si c'est pour t'envoyer de l'argent et puis dans un mois t'as tout mangé, ça sert à rien. Moi je vois ça comme ça. Je préfère que tu me dises allez j'ai ça, j'ai un plan. J'ai besoin de temps pour investir, pour commencer mon affaire. À la rigueur, là, je peux te donner. Mais si tu me dis, ouais, je veux ça pour manger, c'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça la vie. Et ça, justement, c'est un truc qu'on a longtemps agrémenté. Nos parents, ils ont longtemps envoyé. Et justement, c'est devenu limite une obligation. Ouais, une obligation ou une routine. Une routine, une habitude. Qui est pas bonne. Qui est pas bonne. Attendre. Même s'ils se bougent, même si la micro-entreprise est très importante en Afrique et le développement se fait beaucoup par ça, surtout les femmes, mais les hommes se débrouillent bien aussi. Il y a cette très mauvaise habitude d'attendre de la partie de la famille qui est en Europe ou aux États-Unis. Ouais. Et ça c'est justement la diaspora qui l'a mis en place, entre guillemets. Parce que moi, mon père, il m'expliquait que dans les années 80, quand eux, les premiers sont venus, ils sont pas venus pour sauver les familles. Alors que maintenant, de nos jours, il y a des familles qui sacrifient un enfant pour
aller en Europe et sauver, entre guillemets, la famille. C'est fort ça. Donc C'est fort. tes parents, non, c'est le côté du père qui est intéressant. Ben, avant, c'était pas du tout comme ça. Ils sont venus pour les études. Avant, ils venaient dans un autre pays, pas forcément pour devenir riche, ou ils venaient pour un rêve. Voilà, ils voulaient aller là-bas. Moi, en l'occurrence, mon père, il voulait vraiment venir en France pour faire du cinéma. Tu vois. Et comme voilà, le cinéma, c'était en France ou en Amérique, la France, c'était un peu plus simple, on va dire. Et il a été en France pour ça. Donc à l'époque, c'était pas pour les mêmes raisons que maintenant. Parce que maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment, il y a des familles qui sacrifient un enfant, qui cotisent son billet pour qu'il parte en France ou ailleurs et qui deviennent riches là-bas, tu vois, et qui envoient l'argent. Donc c'est mauvais. C'est pareil, c'est une mauvaise habitude, un mauvais truc qu'on a pris. Ouais. Ça, c'est stop à toute cette immigration qui pense trouver l'Eldorado ici. Voilà. Il fut un temps, peut-être c'était le cas dans les années 60-70 et encore, mais là, c'est plus du tout le cas, quoi. Pas du tout. Vaut mieux rester et travailler sur place. Voilà. Mais ça, c'est le rêve que les télés, les médias et que nous-mêmes, on vend. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est un ensemble. C'est pas que l'Europe ou les States. C'est nous aussi dans notre comportement. Toi, t'as bien réagi par rapport à, comment dire, à ta famille, leur explication de comment tu voudrais travailler avec eux. Mais au même moment, ils voient ta casquette, ils voient ta chemise, tu lui parles. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, ils voient ta montre. En même temps, ils voient que tes dents sont blanches. Et tu vois, là, je te dis des bêtises. Mais en même temps, il y a toujours ce truc de, ouais, lui, il dit ça parce que lui, il y est. Donc, c'est facile. Oui et non. Oui et non, parce que, par exemple, j'ai un cousin, moi, qui est venu en France. Et il m'a dit, mais il n'y a rien à faire ici. Il m'a dit, c'est bien, mais le Cameroun, c'est aussi bien. Tu vois. C'est-à-dire que c'est juste... c'est vraiment une idée. C'est une idée, en fait. Et cette idée, c'est pas nous, parce que nous, on le répète à nos cousins que la France, quand tu vas venir, tu vas galérer. Je l'ai entendu maintes et maintes fois, ce truc-là. On le répète, tu le répètes, mais tu as aussi l'autre qui va avec des belles voitures, qui va pour dépenser son argent en boîte de nuit. Après, ça, c'est un autre... Non, il fait partie de l'écosystème, il fait partie du calcul, tu vois. Il y a l'écosystème, tu vois, pour avoir une bonne addition, il faut penser à tout cela, et il en fait partie. Celui qui vend du rêve fait partie. Autant que toi qui essaies de casser ce rêve, ou en tout cas, pas de le casser, mais de ramener une réalité dedans. Mais il en fait partie, quoi. Donc, tu vois, faut voir, dans ton analyse, tu dois réfléchir à qui sont les plus nombreux aussi. Ceux qui ramènent une réalité du marché ou ceux qui veulent vendre du rêve aux autres. Ouais, non, c'est j'avais pas vu ce point de vue-là. Mais ouais, du coup, faudrait éduquer les deux parties. Carrément. C'est ce que tu dis. Ouais. Faudrait éduquer les deux parties. Et parce que c'est vrai que t'en as, ici, ils sont rien. Enfin, rien, c'est un grand mot. Mais voilà, ils brassent pas des masses. Et puis quand ils descendent là-bas, c'est des ministres. C'est le rêve américain. Mais après, ça, ces gens-là, ils ont un problème avec eux-mêmes. Oui. Ils ont un problème avec eux-mêmes et avec leur famille. Ils ont une sorte de honte, justement, parce qu'on les a envoyés là-bas, où ils sont descendus en France justement pour les aider ou pour avoir de l'argent. Et au final, ils n'ont pas grand-chose. Tu vois, donc ils arrivent là-bas un peu en mode honte, donc ils se mettent au max pour faire croire qu'en France, ça marche. En fait, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, et c'est une question d'éducation, c'est une question de beaucoup de choses, de parcours de vie. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent à cet endroit-là. Mais effectivement, il y en a, c'est inconscient. Tu vois, il faut rayonner ici, même s'ils n'ont pas grand-chose. Donc quand ils rentrent au pays, il faut rayonner encore plus. Tu vois, et ça gâche aussi le travail des entrepreneurs comme toi qui essayent de créer ce type peut-être de documentaire. Et vice-versa. Là, on a parlé du côté ici, mais il y a le côté inverse aussi de la famille qui voit ça. Il y en a, ils sont travailleurs, ils demandent que ça, bosser. C'est ça. Et il y en a d'autres qui ont subi les rêves. Exactement. Donc, ils n'y arrivent pas. Même dans mes propres cousins, t'as les deux cas. T'as les deux cas. T'en as qui demandent juste de l'argent ou du matériel. Et puis t'en as qui me disent, ouais, tu peux aller me chercher, tu peux me commander
un, un objet pour faire des clés de voiture ou des clés de... Tu vois, ils sont là, ils sont dans l'investissement, on va dire. Et t'en as d'autres qui sont juste dans la demande d'argent pur. C'est un travail qu'il faut faire, mais des deux côtés. C'est un travail qu'il faut faire des deux côtés, ouais. Ouais, grave. J'ai fait mon aparté, je t'ai envoyé loin, ailleurs, pour qu'on y réfléchisse, mais c'est super intéressant. Donc là, tu es toujours sur le documentaire ? Je suis toujours sur le documentaire. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'y suis. Après, voilà, je prends mon temps parce que c'est une passion, je kiffe et je me précipite pas, entre guillemets. En parallèle ? En parallèle, je travaille. En parallèle, je travaille. J'ai fait pas mal d'années de boxe. Ça fait peut-être 15 ans que je boxe. Pareil, j'ai commencé vers 11 ans. Donc ça fait un petit moment. J'ai fait du haut niveau. Et puis grâce à ça, en fait, j'ai eu des diplômes. J'ai eu des diplômes. Quand tu es au niveau, tu as des équivalences qui fait que tu peux obtenir tes diplômes. J'en ai passé aussi quelques-uns. Et j'ai commencé à coacher en boxe. Okay. J'ai commencé à coacher en boxe. Et puis voilà, c'est comme ça que je travaille dans la vie de tous les jours. Tu coaches ? Je coach. Et puis j'ai une salle aussi à Ivry-sur-Seine. Donc c'est une salle associative que j'ai récupérée en fait de mon ancien coach avec des potes à moi. Donc on l'a récupérée, on l'a modifiée, on l'a actualisée, on va dire. Et puis voilà, on développe, on s'entraîne là-bas, on fait plein de trucs là-bas et on coach. Ça fait combien de temps ? Ça va faire 3 ans maintenant. 3 ans que tu es coach, que tu gères cette salle ? Exactement. Ok, tu as beaucoup de jeunes du quartier, un peu partout ? Ouais, un peu partout, surtout d'Ivry. Après, dans les autres clubs dans lesquels je coach, tu as l'Apollo Sporting Club, qui est dans Paris, dans le 19e. Moi, je bosse dans celui du 19e. Et après, voilà, là, il y a vraiment tout, des grands, des petits, tous les profils. Tous les profils sont là. Ouais, tous les profils. Et puis, pareil, je kiffe ça. Là, c'est vraiment passion aussi. Et je m'amuse. C'est pour ça, du coup, que je dis que je travaille, entre guillemets, parce que vraiment, c'est une passion. Et du coup, j'ai pas l'impression de travailler, en fait. Mais c'est les meilleurs boulots. C'est les meilleurs boulots. Quand t'es payé pour faire ce que tu veux. Voilà, quand t'es un joueur de foot, t'es content. Tu marques des buts pour prendre des sous. Après, j'avais aussi pour but, on va dire, de faire une carrière dans la boxe, parce que j'avais un bon niveau. Mais voilà, on sait tous qu'en France, la boxe, c'est pas vraiment bien payé. Même si t'es en pro, c'est pas... À part le tennis, le football... Ça paye pas grand-chose, la boxe, en France. Et les structures aussi, c'est compliqué, non ? Les structures, non, pas plus que ça. En fait, à très longtemps, le sport était associatif en France. Tu vois ? Et petit à petit, c'est devenu privé. Et en fait, cette transition, les gens, certaines personnes ont du mal à le faire. C'est pour ça que les gens, quand tu leur proposes un cours de boxe à 10 €, ils sont étonnés. Parce que justement, depuis des années, c'est toute l'année à 150 € dans les salles associatives. Et du coup, ils ont du mal à faire cette transaction-là. Et puis voilà. C'est juste ça, dans la difficulté de se développer dans le sport, dans la boxe surtout. Donc tu as tes 2 casquettes là genre, le producteur qui produit pour l'instant des documentaires, voilà. Le coach des projets de films. C'est ça. T'en as ? C'est top secret ? Non, c'est pas top secret. J'ai écrit j'ai écrit une dizaine de scénarios. Mais on va dire que pour l'instant, c'est pas à l'heure du jour. C'est pas à l'heure du jour. Ils sont pas aboutis. Je pense que non, ils sont prêts. Et après, bon, c'est à retravailler. Forcément, toujours, on est en perpétuelle évolution. Mais
Mais j'ai envie de faire le documentaire avant de me lancer, on va dire, dans la fiction. Tu vois, j'ai envie de régler des comptes. Tu veux régler des voilà, comptes, des comptes de diaspora. Avant de faire d'autres choses. Laisse-nous tranquilles, mais on est bien, nous. Voilà, c'est ça en fait. Après, ouais, sinon j'ai des projets de films et courts-métrages, longs-métrages. Et après, voilà, c'est toujours, j'essaie de rattraper, d'aller vers l'Afrique. Donc pareil, mes courts-métrages, il y en a un petit peu qui se passent en France, à Paris. Et il y en a aussi beaucoup c'est des films que si je les fais, je veux aller là-bas. Je veux les faire là-bas. Tu veux les faire là-bas. Voilà. Ta passion sont tes activités. Quand tu parles du sport, ça se voit, tu souris, c'est quelque chose que tu aimes. Ouais. Et en même temps, tu trouves un intérêt à te dépenser, à te développer. Tu fais aussi du réseau, tu fais aussi des rencontres, j'imagine. Ouais, plein de rencontres. Ouais. Beaucoup de rencontres. Dans ton parcours, on sent pas trop que tu es un enfant coincé dans sa banlieue. Ah non, pas du tout. Ouais, non, pas du tout. Mais ça, c'est dans la tête. On est coincé dans sa banlieue que dans la tête. Que dans la tête. Ah, que dans la tête. Ouais. Quand les gens ils me disent, ouais, non, on est en banlieue, on subit ça, on subit ci. C'est... Tu veux sortir, tu fraudes. C'est bullshit. Si tu veux sortir, tu fraudes. Tu fraudes et tu payes même un ticket, c'est 2 euros. Si tu n'arrives pas à faire 2 euros dans ta banlieue, tu réussiras pas à faire 2 euros ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu n'es pas capable de faire 2 euros dans ta banlieue, c'est là où tu restes bloqué dans ta banlieue. Ou tu es tout simplement bloqué, quoi. Ouais, tu es bloqué parce que banlieue, pas banlieue, province, pas province, c'est la même chose, tu vois. Donc le monde il est tellement grand que c'est possible. Que c'est possible. Il n'y a pas de barrière. Donc entre l'Afrique, la France, voilà, tu voyages, en fonction de tes casquettes, tu rencontres des gens, tu travailles, tu travailles. Après moi, vraiment ce que j'essaye de faire, c'est tout ce que je fais, à la base, je le fais parce que j'aime bien. Donc j'ai commencé à kiffer le visuel, l'audiovisuel. Après, j'en ai fait un business. J'ai commencé à kiffer le sport. Après, j'en ai fait un travail. Tu vois ce que je veux dire? Tu te sers de ta passion pour créer ton activité. Pour créer mon activité. C'est plus comme ça que je fonctionne. Demain, je vais kiffer un autre truc. Je vais kiffer le voyage ou un truc comme ça. Et je vais faire en sorte que j'en tire profit. T'en tires profit. Tu vois? Ouais. Et du coup, ça fait comme si je travaillais pas parce que je fais ce que j'aime, je fais ce que je kiffe et voilà, je développe le truc à fond. C'est ça ton leitmotiv. C'est comme ça que tu avances dans la vie. C'est comme ça que j'avance. Dès que je fais un truc que j'aime bien, je me dis comment moi je peux faire pour être du côté, on va dire, du bon côté, on va dire. Du bon côté de la Parce que tu as des vendeurs et tu as des acheteurs dans la vie. Faut être dans le bon côté. Faut être dans le bon côté. Ça dépend d'où tu regardes les choses pour connaître le bon côté. Il faut être dans le bon côté. Après, voilà, c'est un point de vue, tu vois. C'est un point de vue. Tout le monde pense pas pareil. Et voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Non, c'est cool ça. Et tu as des conseils pour ceux qui veulent se lancer dans l'un des 2 corps de métier que tu maîtrises ou même de manière générale en tant qu'entrepreneur, là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Qu'est-ce que je conseillerais aux gens? Je conseillerais déjà d'apprendre. D'apprendre de quelle façon? Voilà, de tout apprendre. De tout apprendre. De tout apprendre. Si tu veux créer quelque chose ou si tu veux te lancer dans quelque chose, faut pas y aller je dis pas faut pas aller les yeux fermés parce que moi le premier à aller les yeux fermés, mais faut pas aller en pensant que tu sais déjà tout ou que tu crois savoir tout. Faut que si demain tu crées n'importe quoi, tu crées une société ou tu lances un business, il faut que tu t'informes un maximum sur ton projet, la manière de faire ton projet, et après tu y vas. Comme ça, tu es sûr de ne pas faire de bêtises. Tu vois. Parce que si tu vas et tu dis « Ah ouais, mais je ne sais pas faire ça », ça va te bloquer en fait. Automatiquement, ça va te bloquer. Et les gens, ils arrêtent à ce niveau-là. Ils se disent « Bah ouais, je vais monter ça, mais je ne sais pas comment faire ça. » Du coup, c'est relou. Alors que si tu apprends à le faire, tu vas savoir le faire. Et tu passes à autre chose, quoi. Tu t'avances. Donc ouais, vraiment l'apprentissage, la lecture,
passer des formations, faire des formations. Et puis voilà, comme on disait tout à l'heure, il y a tout sur Internet maintenant. Donc vraiment, s'il y a quelque chose qui bloque, il faut pas s'arrêter et puis apprendre. Apprendre, c'est le mot. Apprendre. D'une façon ou d'une autre, mais apprendre. Voilà. Apprendre ce que tu as besoin pour pouvoir aller là où tu veux, Voilà. aller de l'avant. C'est aussi simple que ça. Moi, je sais que j'ai fait, pareil, j'ai fait des sociétés. Au début, je ne savais pas comment monter une société. Donc voilà, tu apprends tout ça, tu sais qu'il faut aller voir, tu sais qu'il faut un comptable, tu sais ce que c'est la TVA, tu sais ce que c'est l'URSSAF, tu sais ce que c'est que le RSI. Et une fois que tu sais tout ça, tu peux monter ta société. Tu sais, moi, je sais que les statuts de la société, même l'association, c'était moi qui les avais fait à 18 ans. Alors que je pense pas que la plupart des jeunes de 18 ans savent ce que c'est même des statuts d'entreprise, tu vois. Donc ouais, à l'apprentissage à fond. Ouais. Et ta plus grosse erreur d'entrepreneur? Ma plus grosse erreur d'entrepreneur, c'est de mélanger Qu'est-ce qu'il veut dire? de mélanger on va dire le propre et le sale. Ok, pas mal. C'est une erreur que j'ai fait et qui m'a coûté beaucoup. Qui t'a coûté beaucoup. Ouais. Faire attention à... Faire attention, pas tout mélanger en fait. Il y a ces deux choses différentes qui fait que si t'es dans le bien, faut faire que des trucs carrés en fait. Ça sert à rien d'essayer pour gagner un peu plus d'argent, de faire des trucs un peu fourbes. Ça va t'emmener, ça va te faire plus perdre qu'autre chose en fait. Ça te fait reculer. Ouais, en tout cas, moi, c'est une des plus grosses erreurs que j'ai fait. Et en termes de facteurs humains, t'as bossé par exemple avec beaucoup d'amis à toi, tu bosses avec des étrangers, des gens ouais, que tu payes. je bosse beaucoup avec des amis à moi. Donc après, j'ai un acolyte qui me suit partout et que moi, je suis partout. C'est le fameux Flo. Ouais, le fameux Flo, le fameux Kono. Et lui, on s'est toujours suivi, on s'est toujours serré les coudes, dans le sens où même s'il a un projet qu'il veut développer et que moi, c'est pas trop mon truc, je vais l'aider avec mes compétences. Et puis vice-versa. Si moi, j'ai un truc et un projet que je veux développer, lui, je sais qu'il va m'aider avec ses compétences à lui. Et c'est comme ça qu'on avance, qu'on crée plein de trucs. Vous êtes solidaires entre vous, après, vous portez. Voilà. Après, j'ai fait d'autres projets avec d'autres amis. Mais voilà, le plus gros, c'est avec mon associé, on va dire. Avec mon associé, on a fait pas mal de... Enfin, on a tout fait carrément. Tout ce que j'ai fait, il était dans le coin. Il a toujours les clips, le documentaire. Ouais, tout fait. Là, il a la boxe avec toi. En fait, de près ou de loin, on est liés. C'est-à-dire que même si je fais un truc, un projet ou une société tout seul, et dans la société, il y a son nom. Il y aura son nom. Voilà, il investit avec toi. Voilà, il investit avec moi, même s'il n'est pas dedans, il ne travaille pas avec moi, à ce moment-là, il a son nom. Et puis voilà, s'il y a gain, on partage nous deux. Il n'y a pas de problème sur ça. Tu as des rencontres atypiques dans ton parcours? Tu as fait des rencontres particulières? Il y a des gens que ça soit dans l'audiovisuel ou même dans la boxe, que tu as rencontré par hasard ou qui t'ont marqué? Tu as des profils comme ça autour de toi? Pas forcément. Pas forcément. Il y a beaucoup de... Enfin, il y en a qui m'ont inspiré, mais pas marqué. Et il y en a qui m'ont inspiré par leur expérience, par ce qu'ils ont fait, par ce qu'ils sont, tu vois. Comment ils sont arrivés là, mais pas marqué. Je dirais pas marqué parce que même là, en cherchant, je pourrais même pas te donner un nom ou quelqu'un qui m'est marqué. Ouais. Après, j'ai été beaucoup inspiré. J'observe beaucoup et j'ai été beaucoup inspiré. T'as été beaucoup inspiré. Ouais, ça va avec ta curiosité. T'as l'air d'être un enfant très curieux, un jeune homme très curieux. Par qui? Par toi. Ah, par moi. Non, je dis par toi parce que
Bah parce que déjà, je me vois quand je regarde tes interviews, parce que tout ce que tu fais depuis longtemps, je suis, tout, etc. Et je me vois en fait dans le côté entrepreneuriat, dans le côté on y va, on ne connaît pas, on y va, et on va connaître. On va Il connaître. n'y a pas de... C'est mon prochain partenaire dans les podcasts, Haroun. Retenez bien son blaze, il arrive dans le game aussi. Non, on va connaître. Il y a pas de... Quand moi je vois tout ce que tu as fait, tout le parcours, je me dis que bah ouais, c'est comme ça qu'on devrait tous être en fait. Une partie de la population, ceux qui ont cet ADN. Tu vois, il y a toujours des premiers wagons et des seconds et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en fonction de qui tu es. Ouais, de ton ADN, de ton éducation, de ton parcours, de la transmission que tu peux avoir. Toi, là, aujourd'hui, là, du haut de tes 26 ans, quelle est la transmission que tu ferais? Là, les petites 10 piges, là, de 15 piges, là, qui sont là. Qu'est-ce que tu leur... quand tu as eu 16 ans, toi, tu as eu ton père qui t'a donné la chance de pouvoir voir plein de trucs. Donc, tu as pris en direct, tu vois. Ouais. Ceux qui n'ont pas ce papa-là, qui est pas entrepreneur, qui est juste un travailleur classique, mais qui, eux, par contre, sont des entrepreneurs. Qu'est-ce que tu leur dirais, quel conseil tu leur donnerais là-dessus? Je leur dirais d'aller rencontrer d'autres gens. Parce qu'en fait, c'est avec d'autres points de vue que tu avances aussi. Parce que si justement, tu n'as pas un autre point de vue que celui de ta famille qui n'est pas forcément entrepreneuse, bah, il y a des choses que tu vas pas vraiment voir ou découvrir, alors que si tu connais des gens, tu rencontres des gens qui sont pas forcément de ton milieu, en fait ça va t'ouvrir l'esprit et ça va te faire comprendre que bah il y a plein d'ouvertures, tu vois, il y a plein d'ouvertures et ouais, c'est vraiment aller rencontrer, aller à l'encontre de l'autre pour voir ce qui se passe dans la tête des gens et ce qui se passe dans les autres leur cultures, voilà, sortir, aller voir, même si tu es tout seul, tu es tout seul, tu vas dans des événements, il y a plein de trucs dans Paris, il y a plein de trucs même ailleurs. Faut être curieux en fait, comme on disait, faut être curieux, faut mettre la tête partout, même si ça t'intéresse pas, de près ou de loin ça va te servir. La politique, tout ce qui est choses comme ça que souvent les jeunes de 23, 20 ans, ils sont contre-fous. Et bah, le fait de savoir ne serait-ce que la base, ça va t'aider quand tu vas parler avec quelqu'un d'autre justement qui n'est pas forcément de ta culture, il va dire que voilà, je parle pas à quelqu'un qui connaît rien du tout. Just do it. Voilà. C'est juste allez-y. Voilà, juste allez-y et ouvrez-vous par rapport aux autres, en fait, par rapport au monde. Parce que si, justement, vous restez enfermé dans votre truc, c'est là où vous allez rester coincé et puis ça ne va pas permettre d'avancer. Et demain, donc là, je sais qu'il y a le documentaire qui est là, qui est latent, que tu travailles. Mais après, c'est tes projets de film ou tu te vois carrément dans un autre univers? C'est quoi dans ta tête là qui te motive là, ces derniers temps? Après, voilà, moi, comme je dis, il n'y a pas de... Je vise pas des choses très précises. Je sais que je suis un entrepreneur, c'est-à-dire que demain, tu peux me retrouver dans un truc complètement différent. Mais je sais que dedans, j'aurais fait mon truc. Je sais que voilà, y a plein de trucs comme ça j'apprends vite. Tu vois, j'apprends vite et justement, je peux passer genre une nuit à apprendre un truc et le lendemain, je sais. Le lendemain, je sais. Ok. Il n'y a pas longtemps, je t'en ai parlé, le dropshipping. Je connaissais pas du tout. Je suis resté une nuit à apprendre ce que c'était, comment ça marchait. Le lendemain, j'avais une boutique de dropshipping. Ouais. Le surlendemain, je faisais déjà des centaines d'euros. Ah ouais. Ah, ça marche bien ce truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, faut que tu m'en crées une. Hein. Crée-moi ma boutique de dropshipping. Il n'y a pas de problème, ça j'aime ça, moi. Mais tu vois, c'est comme ça que fonctionne. Dès que je sens qu'il y a un truc qui va me plaire et que je peux le faire, et bah j'y vais, j'apprends, je vois comment c'est le truc et on y va. Après, j'ai un avantage, c'est que je sais faire tout ce qui est graphisme, tout ce qui est logo, tout ce qui est marketing. Pareil, le marketing, j'ai beaucoup appris sur le marketing. Je téléchargeais des cours de marketing sur Internet et je les lisais. Je cherchais des livres sur le marketing et je les lisais.
Et là, ça fait en sorte que, justement, peut-être je les ai lus il y a 2-3 ans, mais ça me sert maintenant. Tu vois, c'est pour ça que je dis, l'apprentissage, même si c'est petit ou si c'est moindre, ça va toujours servir. Ça va toujours servir. Mais toi, tu as des bonnes bases ou de curiosité ou d'apprentissage. Tu vois, et ça, ça, j'espère que les gens qui nous écoutent, ils le notent, parce que c'est une qualité. Moi, je suis quelqu'un, j'apprends beaucoup à l'oral, par exemple. Ouais. J'apprends beaucoup en écoutant les gens, en écoutant ou des podcasts ou du son, tu vois. J'apprends plus comme ça que le bouquin. Même si aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un qui lit, j'apprends beaucoup plus rapidement et facilement de manière orale. Apprenez d'une façon ou d'une autre. Voilà. Y a pas de... En fait, il n'y a pas de... Si tu sais pas, tu pourras pas avancer. Et il y en a beaucoup qui, justement, qui essayent d'avancer, mais qui n'ont pas les compétences ou qui n'ont pas les armes nécessaires, on va dire, pour avancer. Pour avancer. Et ils vont baisser les bras à cet endroit. Et voilà. Et après, une fois que ça va pas marcher, ils vont se dire, ah, il y a un truc qui cloche. Ou sinon, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, il faut que je paye quelqu'un pour faire ça. Alors que si tu peux le faire. Voilà, tu peux le faire tout seul, et ben ça va te faire avancer. En fait. Ok. Hein. J'aurais eu encore beaucoup de questions, mais comme on ne sait pas où encore en sont tes projets, on va les laisser pour un autre interview, on ne sait jamais. On sait jamais. En attendant, Haroun, je suis content de t'avoir invité. Ouais. T'es un jeune exemplaire parce que tu es issu d'un quartier où c'est évident pour personne. Tu as ton propre parcours et qui fait que tu gardes la pêche, tu gardes le sourire, tu continues d'aller de l'avant et tu penses à ton entrepreneuriat et à en faire ta passion, où la passion devient ton entrepreneuriat. Ouais. Et ça, c'est excellent. L'idée de ce podcast, c'est de transmettre ça, de pouvoir transmettre, comme tu l'as dit, ton père t'a transmis. Nous aussi, on se doit de transmettre quelque part à nos enfants ou aux autres autour de nous, sans négliger le côté, on est des entrepreneurs. Un entrepreneur, il fait aussi des thunes. Il fait de l'argent et il réfléchit en mode business. Voilà. Et on le sent super bien dans ton parcours. Je te donne le mot de la fin. Tu t'envoies ce que tu veux. Non, merci. En tout cas, ça fait plaisir d'être sur ton podcast. Et puis voilà, je pense que l'entrepreneuriat, c'est la base de tout homme, en fait, parce que je pense que tout homme peut entreprendre s'il se donne les moyens. S'il se donne les moyens. Ouais. S'il se donne les moyens, que ça soit, on va dire, sur un truc banal, entre guillemets, que ça soit sur un truc banal ou un truc super gros, tu vas faire ton bif. D'une façon ou d'une autre, tu vas faire ton bif. Comme on disait sur mon parcours, des barbes à papa, des pommes d'amour, on s'en fout ce que c'est. C'est un produit. C'est un produit. Tant que tu fais du bif avec, parce qu'il y en a qui vont dire quoi? Ils vont dire, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire avec des barbes à papa? Je vais pas vendre des barbes à papa. Ouais, mais si avec les barbes à papa, tu fais 2000 € par jour, ça change ton point de vue ou pas? Tout à fait. Donc voilà, entrepreneur, tout le monde peut le faire si on s'en donne les moyens. C'est vraiment le type d'entrepreneur que j'aime, moi. C'est pour ça qu'on s'entend super bien, Haroun et moi. Oui, c'est un invité particulier pour moi. Parce que j'aimerais bien encore avoir 26 ans et y aller. Mais donc, je te souhaite beaucoup de projets qui réussissent pour toi. Garde cet état d'esprit avec le sport. Ouais, toujours. Il travaille aussi avec nos sponsors qu'on va saluer au passage parce que c'est aussi un acteur de African Armour Young Nation. Ouais. Il crée de la matière vidéo, graphisme. Dans ses 15 ans de parcours, il a créé des choses qui m'ont servi, qui ont été intéressantes pour la marque. Pour ça, déjà, j'en le suis reconnaissant pour le travail qu'il fait pour moi aussi à ce niveau-là. Donc, je voulais saluer mon sponsor de lunettes officiel, Vibe Optique. Hein, bien les lunettes, ouais, il passe bien le sponsor. Hein. On est bon. Propre.